était une fois un âne. Nul n'en connut, ni père, génitrice, maître, aucun parent, proche ou éloigné, ni même prêtre l'ayant baptisé. Toutefois, les habitants du hameau de Béthum, où il avait trouvé refuge, l'affublaient communément du sobriquet de Ia. Si bien que l'on connaît encore aujourd'hui cette histoire sous le nom de l'âne Ia. Quant à l'époque et au lieu exact de l'extraordinaire récit que je m'apprête à dire, eh bien, l'information est perdue dans les âges, puisque le texte que je tiens entre les mains est lui-même issu d'un recueil ancien ayant connu les usures du temps et moult remaniements. Aussi faut-il me croire lorsque je vous dis qu'il y a du vrai dans ceci. Je dois encore vous prévenir d'une chose. Ayant parcouru plusieurs versions de cette histoire, j'ai moi-même été dans l'obligation d'interpréter certains passages. Il y a plusieurs façons de raconter ces événements. Voici mon histoire et j'espère qu'elle vous plaira. Peut-être avez-vous déjà eu vent de ces histoires de fous dans ces époques sombres où dans chaque village naissait un idiot, dont l'esprit malin lui ordonnait de commettre des mésactions et des sévices sur les petits animaux. Ou bien encore connaissez-vous quelques fables qui ont pour but la farce ou la morale rédigée avec d'habiles subterfuges et des fantaisies infantiles. J'ai déjà vu de mes yeux propres des légendes à dormir debout, dont les rouages étaient follement symboliques. L'histoire de l'âne, Ia, est de toute autre nature en ceci qu'elle ne recourt à aucune tromperie évidente, aucune invraisemblance d'ailleurs, ni aucun code, ni clé de lecture. Elle n'est que cette bête histoire d'un âne. Cependant, dois-je vous avertir également, à moins que vous soyez suffisamment naïf, pour ne rien discerner vous-même du vrai du faux, du réel de l'imaginaire, que pour illustrer la fable, j'ai dû recourir à quelques raccourcis créatifs. Si vous vous reconnaissez un tant soit peu dans l'une des illustrations de cette fable, ou que vous croyez y voir votre âne, cela n'est que fiction de votre part, je ne vous croirai tout simplement pas. Prenez-vous-en alors à l'artisan qui fabriqua vos lunettes, ou à vos parents, pour leur irresponsabilité de n'avoir rien enseigné de l'esprit critique. Notre âne, au centre de la fable, était extrêmement connu, dans le royaume de Phocu. C'est là vraisemblablement un nom inventé, parce qu'il avait la particularité d'être savant. Et par savant, on n'entendait pas qu'il ne comptât seulement jusqu'à 5, mais qu'il semblait savoir absolument tout et en tout domaine. Il savait, par exemple, le latin et le grec, la mathématique, la psychologie, ou du moins le développement personnel, et il était maître en rhétorique, et même était-il loué pour ses talents artistiques. Sa vitesse d'exécution surtout était incomparable à tout autre artiste, scientifique ou politicien. Ia aidait beaucoup de gens. Par exemple, il faisait savoir à un paysan qu'en faire ses récoltes. Il formulait des déclarations aux amoureux déterminés mais trop timides pour avouer. Il écrivait au roi pour les doléances, en choisissant les tournures les plus adaptées. Il était, dit-on, la muse des poètes, des peintres, des bardes et des comédiens de son temps. Il peignait, dit-on, les retables les plus magnifiques, égayant la foi des fidèles des églises qui avaient recouru à ses talents. En échange de ces lumières asiniennes, l'âne ne reconnaissait aucune devise que les carottes. L'âne se bafferait de légumes, de patates à l'eau et de foin. Il engloutissait des cultures, mais ne demandait rien d'autre. Si vous l'aviez connu, vous auriez vous-même été subjugué par ses prouesses. L'auriez-vous questionné comme ces gens, vous auriez grandement profité de ses connaissances illimitées. Vous seriez probablement alors un riche propriétaire, un bâtisseur ou un grand troubadour. Tout semblait pour le mieux selon ce que je viens de vous dire, mais c'est sans compter ce jour marqué de stupeur et d'effroi. Mais avant le dénouement, faut-il en donner le départ et en énumérer les causes. Voyez-vous, si les sujets du royaume de Phocu profitaient des compétences élevées de l'âne, les pays voisins ne possédaient rien de tel. Parfois, il y avait un autre royaume pour annoncer la naissance de quelques bêtes miraculeuses, mais il s'agissait toujours d'une supercherie. Tout au plus, un singe fit effet quelques semaines avant qu'on ne découvrît une pilosité excessive chez un homme, ma foi, assez brillant. Tous ces animaux fantastiques débitaient des âneries à la populace qui ne connaissait rien à rien et ne faisait jamais la part des choses. Distinguer le vrai d'avec le faux est une affaire sérieuse, voyez-vous. Prenez un instant pour y réfléchir, vous-même. Seriez-vous capable de découvrir ce nombre dont la moitié, augmenté de 4, vaut 10 ? Ou encore, vos amis savent-ils expliquer le vrai problème posé par la célèbre phrase attribuée à Héraclite ? Êtes-vous en mesure de distinguer un phoque d'une otarie, le mulet d'un âne, le loup du thylacine ?
Ainsi, avouez-le, être savant n'est pas à la portée de tous, et faire preuve de discernement est plus facile à dire qu'à faire. Au sud du royaume de Phocu se trouvait le royaume de Srith, siège d'une académie des beaux-arts jouissant d'un prestige certain et ancien. Dans les grands noms qui y étudièrent, tout le monde peut vous citer Grandin, qui fit le portrait des rois, des empereurs, Shabashi et ses fresques extraordinaires, encore Wang Shapi pour ses scènes rurales authentiques. Je suis sûr que vous les connaissez. Et ce ne sont que 3 ou 4 exemples pris au hasard. À l'heure de cette histoire, un étudiant était particulièrement remonté contre l'Ania. Il avait entendu dire que l'animal était capable de faire autant que ses maîtres, et peignait mieux et plus vite que les étudiants de son école. Je ne mettrai jamais les pieds au royaume de Phocu, qui abrite cette ignoble tromperie, l'avait-on entendu dire plusieurs fois. Satan ne fait que copier et dévoyer notre héritage, lui attribue-t-on encore. L'âne n'a pas plus de talent qu'aucun de nous. D'où lui vient son art, sinon de quelque sorcellerie, s'est-il emporté un jour. L'étudiant jurait souvent contre Ia. Cependant, n'étant pas le plus talentueux des étudiants et à l'approche des examens finaux de la première année, ses professeurs l'ayant même moqué devant ses camarades, il se sentit comme légitime d'aller lui-même voir l'âne de plus près, juste pour voir. Sa haine de l'âne l'avait poussé sans doute à voir de ses propres yeux l'objet qu'il avait juré d'ignorer. Aussi fit-il le voyage en secret de l'académie jusqu'au village de Saint-Potache. Je ne sais pas si ce nom est véridique. Du moins maintenant me le semble-t-il assez, quoique un peu étrange. Là-bas, il fit prestement la demande de consulter l'âne. On accorda sa requête le lendemain de son arrivée, et le soir, voilà qu'il se plaça dans la longue file d'attente menant à l'âne. « Quel est votre nom ?»« Le Tronc », répondit l'étudiant. Il signa un papier dans une langue qu'il ne connaissait pas. « Qu'est-ce cela ?»« Rien de spécial, vous devez signer si vous souhaitez parler à l'âne Ia, voilà tout. » Finalement, le tronc avançait à petits pas derrière un enfant accompagné de sa mère. Derrière lui arriva un groupe d'alchimistes, du moins en avait-il l'air. Il y avait dans la petite foule compacte des bourgeois aussi bien que des pauvres, des malades que le tronc reconnut au teint pâle, ainsi qu'à la toux. De là, il ne voyait pas l'âne, mais un rideau assez large disposé de la sorte qu'on ne vit rien de ce qu'il cachait. Il patienta 1 heure et finalement vint son tour. On le fit entrer, et on referma le rideau derrière lui. Il avança lentement, intimidé, dans une demi-pénombre, au centre probable de la pièce, au fond de laquelle il ne put voir qu'une ombre plus dense, mais entendait bien un souffle. « Bonjour, monsieur le tronc. En quoi puis-je vous aider aujourd'hui ?» La voix ne venait pas du fond de la pièce, et il fallut à l'étudiant un peu de recherche pour apercevoir un perroquet sur un perchoir un peu sur sa droite. « Je suis venu voir l'Ania, » reprit l'étudiant. « Bien sûr, vous allez voir l'Ania. Vais-je le voir ? Oui, vous allez le voir. Est-ce que l'âne peut peindre un tableau pour moi ? L'âne peut peindre, si vous lui demandez. Connaît-il l'art et ses techniques ? Il connaît, selon ce qu'on dit, tous les arts et toutes les techniques. Le perroquet ainsi fit des questions des réponses, et le tronc, peu instruit à ces choses, fut ébahi de la vivacité d'esprit de l'oiseau. Un bruit l'extirpa de son admiration étrange pour porter le regard de nouveau vers le centre de la pièce, et c'est à cet instant que l'étudiant vit l'âne. Quelque temps après cet entretien, l'histoire ne dit pas exactement combien de temps, le tronc abandonna ses études d'art, pour lesquelles du reste il n'avait point de talent, et il commença une carrière politique, qui est plus à la portée du reste de ceux qui ne savent rien faire. L'ancien étudiant regroupa sous sa bannière le plus de haine possible, au-delà des reproches faits à l'âne, et firent de celui-ci le bouc émissaire idéal. 1 année plus tard, tout au plus, ce groupe de haineux était devenu le temple du vrai par soi-même et se réclamait, sinon de Dieu, d'une lumière supérieure. Assez vite, on brûla des livres, des tableaux et quelques personnes. Finalement, on pendit beaucoup parmi ceux ayant eu recours par le passé à l'Ania. Au terme de ces expressions méchantes, l'âne fut retrouvé un jour au fond de sa tente, éventré. On ne dit rien du perroquet. On ne trouva point de coupable. Le jour même de cet assassinat, le tronc, couronné grand témoin de la lumière de l'Empire tout entier, instaura un nouvel ordre dont l'objet fut de valider les œuvres et les connaissances. On catégorisa, classa beaucoup de textes, notamment, et on établit une hiérarchie en fonction de critères lumineux, mais oubliés du récit. Surtout, afin de s'assurer que nul ne remplaça l'âne trépassé, le témoin de la lumière impériale mit sous tutelle étatique les fermes et les bergeries. Au moindre mulet, on envoya la garde. On inspecta chaque bâtiment des fermes, on interrogea même les enfants, sitôt qu'ils avaient mis un pied dans une étable.
Bien sûr, on fit le procès sans jugement autre que la mort de 142 bêtes pour avoir eu un regard trop compatissant, un geste suspect de retrait, un frémissement sensible dans les narines ou une larme causée par on ne sait quoi. L'Académie des Beaux-Arts fut renommée les arts vrais et naturels et humains. On pressa les étudiants de copier les anciens, d'étudier les classiques, de reproduire les chefs-d'œuvre du passé et de n'en retenir que les valeurs nobles, joyeuses et positives. La mélancolie, naguère si chérie par les pairs de l'Académie, fut interdite, ainsi que la peinture grise. On bannit aussi les animaux d'étoiles à l'exception de quelques petits chatons mignons. La morale attendue de cette histoire est d'une telle évidence qu'il serait grossier de s'y attarder. Surtout que le tronc, à peine nommé grand aumônier gouverneur de Phocus de l'Empire à 32 ans, mourut d'une pneumonie. On oublia cette histoire, et si je vous la raconte aujourd'hui, c'est pour vous éviter d'être sot à votre tour. Si un âne vous fait dégoût, trouvez plutôt le courage d'apprendre par vos propres moyens. Si votre voisin possède une bête savante, n'en soyez pas jaloux. N'utilisez pas l'âne pour vous en moquer, et soyez véritable. L'idiot l'est avec ou sans âne. S'il est de bon ton de conspuer les utilisateurs de IA, cela ne fait pas de soi un esprit libre ni un être intelligent. L'âne aurait pu vivre si l'on avait éduqué le peuple à ses limites. L'histoire ne dit pas si un âne de la sorte naquit plus tard, mais j'ai moi-même utilisé une prouesse similaire. Cela fait-il de moi un idiot ? Je vous mets au défi alors de faire mieux que moi, ou de Le lui. savoir est un fast-food, il veut la science en formulaire. Jamais ouvert le moteur, mais il t'explique la mécanique. Sa pensée, un algorithme, un réflexe automatique. Il s'indigne par planning, il s'offuse par procuration. Apprendre est un effort, il préfère la gratification. Quand le réel lui résiste, il tape du pied, il veut que ça cède. Un génie autoproclamé qui attend qu'on lui vienne en aide. Moi je ne sais rien, mais je dis tout haut. Je fais des colères, je casse ce qui est beau. Je suis les copains, je fais comme à la télé. C'est rigolo de crier sans jamais rien étudier. C'est celui qui dit qui est nananaire. C'est moi qui ai raison, même si je ne sais rien faire. C'est l'hôpital qui se fout de la charité en plein jour. Il dénonce chez l'autre ce qu'il cultive dans sa propre cour. Il traque la paille au microscope, fier de son enquête. Mais la poutre dans son œil lui sert de poutre de tête. Il projette ses hontes pour se donner de l'importance. Chasseur de sorcières pour masquer sa propre insouciance. Mesquin sur le détail mais aveugle sur son propre naufrage. Il juge le capitaine sans jamais quitter le rivage. Moi je ne sais rien, mais je dis tout haut. Je fais des colères, je casse ce qui est beau. Je suis les copains, je fais comme à la télé. C'est rigolo de crier sans jamais rien étudier. C'est celui qui dit qui est nananaire. C'est moi qui ai raison, même si je ne sais rien faire. Ça ne comprend pas l'enjeu, alors ça veut tout saboter. L'impuissance des médiocres finit toujours par tout casser. Un abribus en miettes pour soigner une frustration. Le vandalisme intellectuel comme seule forme d'expression. Ça exige des miracles sans savoir tenir une plume. Des enfants gâtés qui hurlent quand le soleil s'embrume. La vie est une arme mais ils n'ont pas de munitions. Juste la haine du complexe et le culte de l'émotion. Moi je ne sais rien, mais je dis tout haut. Je fais des colères, je casse ce qui est beau. Je suis les copains, je fais comme à la télé. C'est rigolo de crier sans jamais rien étudier. C'est celui qui dit qui est nananaire. C'est moi qui ai raison, même si je ne sais rien faire. Regarde-les se suivre, robots de chair branchés sur le vide. Ils hurlent contre l'IA mais leur propre pensée est aride. Ils craignent la machine alors qu'ils tournent sur un script. Esclaves du raccourci, du slogan et du petit clip. Aucune colonne vertébrale, juste un besoin de faire groupe. La vérité importe peu tant qu'on mange dans la même soupe. Ils singent l'intelligence mais n'ont plus que des réflexes. Un processeur en panne devant un monde trop complexe. Oh, je ne sais rien, mais je dis tout haut. Je fais des colères, je casse ce qui est beau. Je suis les copains, je fais comme à la télé. C'est rigolo de crier sans jamais rien étudier. C'est celui qui dit qui est nananaire. C'est moi qui ai raison, même si je ne sais rien faire. C'est celui qui dit qui est nananaire. C'est moi qui ai raison, même si je ne sais rien faire. C'est celui qui dit qui est Yeah. C'est celui qui dit qui est Torse, bien petit mouton, moi j'ai raison. C'est celui qui dit qui est C'est celui qui dit qui est Torse, bien petit mouton, moi j'ai raison.